sur TV5 Monde, bienvenue à tous. À la une de l'actualité internationale, jeu de chaises musicales en Russie. Vladimir Poutine se présentera à la présidentielle de 2012 et Dmitri Medvedev redeviendra Premier ministre à la place de son mentor. Ce binôme politique redoutable a su rester soudé. Retour sur Info s'intéresse à ce mouvement étudiant au Chili. Des étudiants qui sont encore descendus dans la rue jeudi. Ils réclament une réforme profonde de l'éducation dans le pays. Notre correspondante au Chili, Claire Martin, nous en dira plus. Les All Blacks sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale du mondial de rugby. Sans surprise, les Néo-Zélandais ont battu les Français 37-17. Notre envoyé spécial, Karine Henry, est allée à la rencontre des supporters après le match. Dmitri Medvedev a rempli son contrat. Il laisse le champ libre à son mentor. C'est Vladimir Poutine qui se présentera à la présidentielle russe en 2012. Annonce faite lors du congrès du parti Russie Unie. Un vrai jeu de chaises musicales puisque Medvedev est prêt à reprendre son poste de Premier ministre. Guillaume Couder. La lune de miel se poursuit au sommet de l'État russe. Et cette fois, pas de doute, dans le couple, l'homme fort, c'est bien Vladimir Poutine. Devant 11 000 militants de son parti réunis en congrès, l'actuel Premier ministre a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2012. Il a prononcé un discours de campagne électorale. Une tâche énorme nous attend. Nous devons bâtir une économie innovante, renforcer nos institutions démocratiques. Mais pour réussir, nous devons placer les citoyens russes au centre de notre attention. La Russie assisterait ainsi à un jeu de chaises musicales. En cas de victoire, l'actuel président Dmitri Medvedev deviendrait Premier ministre en remplacement de Vladimir Poutine. Medvedev, qui vient d'ailleurs d'accepter de diriger la liste de leur parti, Russie Unie, aux législatives de décembre prochain. Dès que nous aurons remporté ces élections et en vue de mon engagement actif dans le gouvernement, je pense qu'il serait bon que le Congrès soutienne la candidature du chef du parti, Vladimir Poutine, au poste de président du pays. Vladimir Poutine a déjà effectué 2 mandats au Kremlin entre 2000 et 2008. Mais en Russie, impossible de se présenter 3 fois de suite à la présidentielle. Il avait alors désigné Medvedev pour lui succéder. Au cours de sa présidence, Medvedev ne s'est jamais opposé frontalement à son mentor. Malgré quelques rumeurs de tension, le couple a toujours affiché sa complicité. Les opposants, eux, dénoncent un système autoritaire, construit sur mesure pour l'homme fort de Russie. En Libye, plusieurs explosions ont eu lieu à Tripoli. Ça s'est passé près d'une base navale, d'où ces importantes colonnes de fumée noire. Les combattants des nouvelles autorités libyennes présents sur les lieux ont affirmé que ces explosions étaient d'origine accidentelle et qu'il ne s'agissait pas d'actes criminels. Il fallait s'y attendre. Le retour surprise du président Saleh au Yémen a provoqué un regain de tension dans le pays. Son appel à la trêve a fait long feu. La garde républicaine a bombardé la place du changement à Sanaa, épicentre de la contestation. Les combats se poursuivent dans la capitale et un dernier bilan fait état d'au moins 40 morts et de plus de 100 blessés. La contestation s'organise aussi au Bahreïn. En ce jour de vote, des appels à manifester ont été lancés pour protester contre ces législatives partielles. Hier, des centaines de jeunes avaient tenté de se rassembler avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène. L'opposition chiite a appelé à boycotter ce scrutin pour dénoncer la répression de la dynastie sunnite. Et il y avait peu d'affluence devant les bureaux de vote ce matin. Les suites de l'affaire Karachi en France, une affaire qui implique 3 proches de Nicolas Sarkozy. À l'origine des derniers rebondissements, le témoignage d'une femme, Hélène de Yougoslavie. L'épouse de Thierry Gaubert maintient ses accusations sur le financement illicite de la campagne d'Édouard Balladur en France. Franck Genozo, Olivier Caroff. Hélène Gaubert est un témoin clé de cette affaire. Pendant plus de 15 ans, elle a partagé la vie de Thierry Gaubert, ancien proche conseiller de Nicolas Sarkozy. Devant le juge d'instruction, elle a expliqué qu'au milieu des années 90, son mari convoyait régulièrement des valises d'argent liquide entre la Suisse et Paris. De l'argent remis, dit-elle, à Nicolas Bazir, alors directeur de campagne d'Édouard Balladur en 1995. C'est en tout cas ce que lui aurait dit son mari. Je confirme ce que j'ai dit, les voyages de mon mari, surtout à l'étranger, et de revenir avec des sacoches. Bon, il y avait de l'argent, mais je ne sais pas d'où l'argent venait.
Cet argent a-t-il servi à financer illégalement la campagne présidentielle de 1995 ? C'est cette hypothèse qu'étudie actuellement le juge Renaud Van Ruymbeck. Une affaire qui embarrasse jusqu'au sommet de l'État puisque Nicolas Sarkozy était à l'époque le porte-parole d'Édouard Balladur. En instance de divorce, Hélène Gobert affirme avoir fait l'objet de pressions et même de menaces de la part de son mari pour l'inciter à édulcorer son récit devant le juge. Il lui dit qu'est-ce que ça veut dire, tu m'as balancé, ce qui est déjà un langage étrange. Tu es folle, tu vas partir à l'asile. Il lui met une pression absolument considérable, il est hors de lui. Mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux, Thierry Gobert nie les accusations de financement politique occulte. Selon son avocat, les déclarations de sa femme sont à mettre sur le compte d'un divorce conflictuel. Le patron d'UBS a présenté sa démission. Oswald Grubel accepte ainsi d'endosser la responsabilité des pertes massives, 2,3 milliards de dollars, liées à des transactions non autorisées de l'un de ses traders qui a été arrêté et mis en examen à Londres, mais c'est lui qui aurait averti ses supérieurs de ces fraudes. 13 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence dans la Corne de l'Afrique, mais l'aide internationale tarde à venir. La Banque mondiale donne l'exemple. Elle annonce qu'elle portera son aide à 1,9 milliard de dollars contre les 500 millions annoncés. Et pour aider les pays les plus pauvres, pourquoi ne pas taxer les transactions financières ? Une idée lancée par la France et l'Allemagne, mais ces deux pays ont bien du mal à convaincre les plus sceptiques, à commencer par les États-Unis. Il en a été question lors de la réunion du G20 à Washington. Yves Janka, David Fossard. C'est une proposition française portée par François Baroin, le ministre de l'économie. Taxer les transactions financières pour assurer le développement des pays pauvres. Une question débattue par les ministres des Finances du G20, les 20 premières économies mondiales. Il faut une détermination sans faille, mais une détermination qui vise à définir les contours d'un consensus le plus large possible. Et donc nous allons avancer là-dessus et nous avons la démonstration aussi technique qu'une telle taxe, selon l'assiette retenue, peut fonctionner zone par zone. Techniquement, il s'agirait de taxer les transactions réalisées sur les marchés boursiers. Pour les actions, 0,1%. Pour les obligations, 0,02%. D'après Bill Gates, ancien patron de Microsoft et auteur d'un rapport sur la question, la taxe pourrait rapporter beaucoup chaque année. Prélevée dans les pays du G20, 36 milliards d'euros. Dans les principales économies européennes, 7 milliards d'euros. Problème, les États-Unis et la Grande-Bretagne y sont opposés. Seules la France, l'Allemagne et une poignée d'États européens veulent la mettre en place. Pas forcément efficace, selon les économistes. Si elle est instaurée pour un groupe de pays, disons, européens, comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, 1, elle serait d'un faible rendement. 2, elle entraînerait des détournements de flux financiers, puisque bien entendu, les grands opérateurs financiers chercheraient à éviter de la payer. Les décisions devraient être prises au futur sommet du G20 à Cannes en novembre prochain. Benoît XVI a célébré une messe en la cathédrale d'Erfurt en Allemagne. 30 000 fidèles ont assisté à la cérémonie qui s'est déroulée comme prévu. Le pape n'a même pas été informé de l'incident survenu 2 heures plus tôt. Un homme avait tiré à la carabine à air comprimé avant d'être arrêté. Pour le Vatican, il s'agit de l'acte d'un déséquilibré qui n'a rien à voir avec la visite du pape dans son pays natal. Ambiance tout aussi recueillie à Sarajevo où plus de 20 000 fidèles catholiques ont assisté à la béatification de 5 sœurs, 2 Slovènes, une Croate, une Autrichienne et une Hongroise, des religieuses tuées au début de la Seconde Guerre mondiale en Bosnie et dont le martyre a été validé en janvier par Benoît XVI. Place maintenant à notre chronique Retour sur Info. Les étudiants chiliens ont prouvé qu'ils étaient toujours mobilisés après 4 mois de mouvement. Jeudi, des dizaines de milliers de manifestants se sont retrouvés à Santiago du Chili, toujours pour demander une réforme profonde de l'éducation. Un mouvement qui met à mal la popularité du président Piñera. Mathieu Vandrely. Jeudi dernier, Assemblée générale des Nations Unies, le président chilien prend la parole. Sebastián Piñera évoque devant les représentants du monde entier la situation sociale dans son pays. Depuis plusieurs semaines, des milliers de jeunes sont descendus dans les rues de mon pays pour une noble, grande et belle cause. Ils veulent une éducation de qualité pour chaque enfant et chaque adolescent. Au même moment, à Santiago, l'on manifeste. Et la réalité est beaucoup moins lyrique. 4 mois de rassemblement maintenant et un dialogue au point mort. Lycéens, étudiants, enseignants,
Ils réclament une renationalisation de l'éducation. Survivance des années 80 et de la dictature Pinochet, l'enseignement public chilien est délaissé. Et les manifestants demandent donc simplement des moyens. Il est très important que les autres pays se rendent compte de ce qui se passe au Chili et ne prennent pas en exemple le modèle chilien, c'est-à-dire ce concept de privatisation, ce système de crédit pour financer les études supérieures. Après un léger essoufflement, le mouvement a donc repris les couleurs cette semaine. Jeudi dernier, ils étaient entre 60 et 150 000 dans les rues de Santiago. Selon un récent sondage, 8 Chiliens sur 10 soutiennent le mouvement. Et on retrouve en direct de Santiago du Chili notre correspondante Claire Martin. Alors ce mouvement étudiant a montré qu'il était toujours mobilisé. Comment vous expliquez une telle cohésion ? Eh bien, écoutez, c'est une bonne question, surtout qu'il y a beaucoup de tendances politiques au sein du mouvement. L'étudiante en géographie de 23 ans, Camila Valleiro, qui est devenue un des symboles de cette mobilisation, est communiste. L'autre représentant le plus médiatique du mouvement, Giorgio Jackson, qui est étudiant ingénieur, il a 24 ans, il est quant à lui de centre-gauche. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée de la diversité politique qui peut exister dans ce mouvement. Du côté des élèves du secondaire, qui sont eux aussi mobilisés, je le rappelle, il existe les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, entre étudiants et élèves, les relations ne sont pas toujours faciles. Donc comme ils le disent eux-mêmes, ils réussissent à rester unis et mobilisés finalement parce qu'ils ont tous la même aspiration, une éducation gratuite, publique, de qualité. Aujourd'hui au Chili, qu'est-ce qu'il se passe ? L'éducation est une des plus chères et une des plus privatisées au monde. L'éducation publique a été véritablement abandonnée. Donc l'éducation chilienne reproduit aujourd'hui les différences entre riches et pauvres qui sont parmi les plus importantes au monde. Alors cela dure depuis 4 mois maintenant. Est-ce que le dialogue est rompu avec le gouvernement ou pas ? Alors le dialogue n'est pas rompu, mais il est vraiment très difficile. Le gouvernement de droite ne veut rien changer au système. Le président Sébastien Piñera, il a lui-même qualifié l'éducation de bien de consommation, alors que le mouvement parle de droit, de gratuité. Donc leurs positions sont complètement à l'opposé. Alors le gouvernement a proposé une table des négociations aux étudiants, aux élèves, mais elle ressemblait plus à une tactique médiatique pour se montrer ouvert en fait face à des étudiants intransigeants, fermés, et ce qui permet au mouvement de continuer aussi fortement, c'est son soutien populaire. Donc l'image médiatique est au cœur des rapports de force. Donc en ce moment même, les étudiants sont en train de discuter à Coquimbo, au nord du Chili, pour savoir comment continuer cette mobilisation. Les étudiants, les élèves peuvent perdre leur bourse, ils peuvent redoubler. Donc Camila Valleiro a proposé par exemple de retourner en classe mais de poursuivre les manifestations. La prochaine est d'ailleurs prévue jeudi prochain. Merci Claire Martin pour ces précisions. Toujours aucune trace de ce satellite américain tombé du ciel. Sa chute annoncée a bien eu lieu dans la nuit de vendredi, comme prévu, mais on ne sait pas encore où. Pour la NASA, l'hypothèse la plus sérieuse serait le Canada. Lucie Monnier-Reiss. Voilà les dernières images du suspect repéré la nuit dernière au-dessus du ciel californien. Depuis, les nouvelles sont incertaines. Le satellite est certes bien retombé, mais où ? On l'ignore. Et la NASA continue de rassurer. Il n'y a, dit-elle, qu'une chance sur 3200 que quelqu'un, quelque part dans le monde, soit touché par un des débris du satellite. Nous avons beaucoup de choses dans l'espace qui sont retombées ces 40 ou 50 dernières années. Parfois 100 objets par an ou plus et seulement une personne a été blessée à l'épaule. Alors, où peut-il être ? Les estimations de l'agence américaine restent vagues, mais le périmètre s'est resserré. L'engin a, semble-t-il, pénétré l'atmosphère terrestre au-dessus de l'océan Pacifique et la zone d'impact se situerait au Canada. Quant aux dégâts, ils peuvent être considérables car le monstre de 6 tonnes fait la taille d'un minibus. En cas de dommages ou de blessures, ce sera aux États-Unis de payer la facture. C'est ce que dit une convention internationale datant de 1972 et c'est finalement la seule certitude dans cette histoire. Le mondial de rugby, les All Blacks sont les premiers à se qualifier pour les quarts. Les Néo-Zélandais, donnés favoris, ont battu la France 37-17. Ils ont mené la vie dure aux Français qui ont su se ressaisir en deuxième mi-temps. Alors notre envoyée spéciale en Nouvelle-Zélande, Karine Henry, est allée à la rencontre des supporters. La nuit était complètement noire sur Auckland. Les Français n'ont pas trouvé leur bonne étoile. C'est vrai que les Blacks étaient trop beaux, trop rapides, trop forts. Ils attendaient cette revanche depuis 2007. Eh bien, ils l'ont remportée avec la manière. Et c'est vrai que de chaque côté, on dit qu'ils l'ont bien mérité. Les Blacks, ça restait les Blacks. Et on s'en est rendu compte ce soir.
Alors, on était peut-être un peu trop confiants quand on voyait justement le doute qu'avaient les Blacks avant cette rencontre. Bon, après, il faut remettre un peu les choses à leur place. On est dans leur pays, on jouait dans leur jardin. Et ils ont fait un match assez propre. Donc le résultat est logique. Énorme. Magnifique. Ils ont été défensivement, c'était énorme. La France, franchement, ils n'ont rien pu faire. En espérant qu'ils se retrouvent en finale, mais ça va être difficile. Je pense que ça va être difficile. Pour la France. Et pour les All Blacks, c'est... Je pense qu'ils vont arriver en finale, ils vont gagner. Non, on espère rencontrer les All Blacks en finale et qu'ils arrivent un peu relâchés en se disant que voilà, ils nous ont déjà battus une fois et puis on les prendra en finale. Aucun doute, les Français espèrent retrouver les All Blacks en finale comme en 1987. Les Néo-Zélandais l'avaient emporté, mais cette fois-ci, ce sont les Bleus qui rêvent d'une revanche. Autre match du jour, Angleterre-Roumanie. Les Anglais qui ont littéralement pulvérisé les Roumains. Victoire 67-3. Barcelone et toute la Catalogne se préparent à tourner une page de leur histoire, de leur culture. La corrida sera interdite à partir du 1er janvier 2012. La Der des Der aura lieu dimanche en présence d'un mythique torero, José Tomás. François Lizen. José Tomás est plus qu'un toréador. C'est un mythe vivant, une star adulée de la tauromachie. Son nom s'inscrit en lettres de sang sur cette affiche, juste devant l'arène de la Monumental à Barcelone. Une arène centenaire dans laquelle se déroulera demain la dernière corrida de l'histoire de la Catalogne. C'est une dictature. On n'a rien fait de mal à personne et on nous interdit un spectacle vieux de 300 ans. Sur décision du Parlement catalan, l'interdiction entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Les olés des aficionados de Barcelone résonneront pour la dernière fois un dimanche historique pour les pros comme pour les anti-corridas. Je trouve que c'est parfait. C'est mon opinion. Je respecte l'avis des autres, mais je trouve que c'est juste parfait que ce soit le dernier week-end. Une victoire pour les organisations qui militent pour le bien-être animal, un premier succès qui, selon elles, en appelle d'autres. On pense que la Galice se joindra bientôt à nous. Là-bas comme ailleurs dans le Nord, il n'y a aucune tradition de la tauromachie. Évidemment, ce sera plus difficile de l'interdire à Madrid ou en Andalousie, mais c'est une question de temps. Pour tenter de sauver la corrida en Catalogne, certains ont lancé des pétitions pour que le Parlement national classe la tauromachie comme bien d'intérêt culturel. Mais ils sont très loin des 500 000 signatures qu'ils devront avoir récoltées pour la fin de l'année. Dernière corrida à Barcelone, mais première fête de la danse à Paris, au Grand Palais. La chorégraphe espagnole Blanca Lee s'est lancée un défi, faire danser le grand public. Dominique Poncé. Et d'abord cette image saisissante. Une forêt de parapluies blancs se balançant sur un rythme techno est tenue à bout de bras par 1 millier de danseurs amateurs dont le ministre de la Culture en personne. C'était hier soir aux alentours de 19h sous la verrière du Grand Palais. Avec ce flash mob, la chorégraphe Blanca Lee venait de donner le coup d'envoi de la première fête de la danse à Paris. Et pourtant, ça n'était pas gagné. Il fallait animer un espace de 10 000 mètres carrés en faisant danser des milliers de personnes et ce pendant 3 jours non-stop. Mais Blanca Lee, son énergie et son petit grain de folie. En 6 mois, épaulée par 120 professionnels, elle a tout mis sur pied. Souvent les gens me disent « Ah, c'est génial, tu es danseuse, tu t'éclates. Ah, j'aimerais danser. » J'ai dit « Tout le monde peut danser. » Vous avez peur des débordements? Non, on en a envie. En fait de débordement, ce sont juste les cœurs et les corps qui ont exulté. De la danse, en veux-tu, en voilà. Pour tous les goûts, tous les âges, toutes les envies. On n'avait jamais vu ça. Même les poubelles dansent. Je suis pas un grand danseur, mais je m'amuse bien, je trouve ça super fun. On s'amuse bien, c'est pour les grands et les petits. Les gens viennent, et les plus jeunes, les plus anciens, toutes les catégories sociales, grosso modo. Ils s'éclatent, ils s'en foutent, on les regarde, ils dansent mal, ils dansent pas mal. Ça n'a aucune importance. Ils sont joyeux. Je suis plus qu'émue, ça m'a vraiment... Avis aux amateurs, la fête du Grand Palais s'achèvera dimanche à 19h. Mais Blanca Lee espère bien revenir, même heure, même endroit, l'année prochaine. Et c'est la fin de ce journal, merci.